Aujourd'hui, on se penche sur une figure vraiment emblématique de l'histoire suisse, le général Henri Guisan. Oui, le commandant en chef pendant la Seconde Guerre mondiale. Une figure quasi mythique pour beaucoup. Exactement. Élu roman du siècle, des funérailles incroyables, 300 000 personnes, son nom est partout, encore aujourd'hui. Tout à fait. Et pour essayer de comprendre un peu mieux, on a rassemblé pas mal de choses. Quoi, par exemple? Bah, des éléments de bioclassiques, genre Wikipédia, le centre Guisan, mais surtout des analyses d'historiens, des articles de presse, 24 heures, SWI, Suisse Info, et même des archives, Des lettres? des rapports Oui, des lettres personnelles, des rapports, et on a même déniché un petit extrait audio de sa voix. très rares. Super. L'idée, c'est donc d'aller au-delà du mythe, c'est ça. Explorer le leader, oui, mais aussi les aspects moins connus, peut-être plus complexes. C'est exactement ça. Tenter de saisir l'homme derrière l'uniforme, avec ses forces et peut-être ses failles aussi. Alors commençons par le leader, son rôle pendant la guerre. Indiscutable, non? Central. Il incarne vraiment la volonté de résistance. Et surtout, il y a ce fameux concept du réduit national. Le repli dans les Alpes, si jamais. Voilà. En cas d'invasion, on se fortifie dans les montagnes. Une stratégie militaire, mais aussi un symbole très fort. Et il y a ce moment clé, le rapport aux officiers sur la prairie du Grutli en juillet 40. C'est souvent présenté comme le moment où il a vraiment remobilisé tout le monde. Absolument. Un discours fondateur. Sa devise familiale, d'ailleurs, c'était « Celui qui marche droit ne craint rien ». Ça colle bien, non? Icte recte nihil timet. Oui, ça pose le personnage. Et dans l'extrait audio, qu'est-ce qu'on entend? Justement, c'est attelle à la détermination absolue. Il dit en substance que la Suisse ne peut vivre qu'avec la résolution absolue de se défendre quoi qu'il arrive. C'est c'est très clair. Une image de fermeté, donc. Mais vous disiez que cette image était très contrôlée. Ah oui, extrêmement. Les sources le montrent bien. Un contrôle très strict de son image publique. Pour des raisons de sécurité, j'imagine. Menaces nazies, tout ça. Oui, bien sûr. Il fallait garder secret ses lieux de commandement, ses déplacements. C'était vital. Mais il n'y avait pas que ça. Ah! Quoi d'autre alors? Il y avait une dimension de diplomatie secrète. Guisan menait des entretiens confidentiels, par exemple, avec l'attaché militaire américain, un certain Ledge. Sans forcément l'accord de tout le monde? Parfois sans l'aval clair du Conseil fédéral, ou en tout cas à l'insu de certains cercles, disons, plus proches de l'Allemagne. Et puis il y a la gestion d'images plus personnelles. C'est-à-dire? Interdiction d'utiliser son nom ou son image à des fins commerciales. Et puis une sorte de censure sur certaines photos. Ah oui. Quel genre de photo? Des photos où on le voit fumer, par exemple. Ou une autre où il baise la main d'une femme. Jugée pas assez digne, peut-être. Une source parle même d'une certaine vanité. Intéressant ce contrôle. Mais alors si on va encore un peu plus loin, au-delà de cette image soignée, qu'est-ce que les archives révèlent sur ses opinions plus profondes? C'est là, effectivement, qu'on entre dans des zones, disons, plus grises. Plusieurs documents montrent une certaine fascination à une époque pour les régimes autoritaires. Vraiment? Oui, il y a ce rapport de 1934, après un voyage en Italie. Il y décrit Mussolini comme un génie avec une volonté de faire. Un génie. C'est surprenant, vu d'aujourd'hui. Oui, mais il faut remettre dans le contexte de l'époque. C'est-à-dire? Dans certains milieux conservateurs suisses, et notamment vaudois d'où il venait, le fascisme italien était vu par certains comme un rempart contre le communisme. Ça faisait très peur, le communisme. D'accord. Une sorte de moindre mal dans leur esprit. Peut-être. Et on retrouve aussi une admiration plus tard pour le maréchal Pétain. Il lui écrit une lettre assez élogieuse en avril 1941. Et cette tendance, cette attirance pour l'autorité, on la retrouve ailleurs. Je pense à l'histoire autour du discours du Grutli. Exactement, la controverse de 1985. Les archives fédérales ont publié une version préliminaire de ce fameux discours. Une version non expurgée. Voilà, annoté par Guisan lui-même. Et là, on trouve des passages assez troublants, inspirés par un parti fascisant suisse, l'Union nationale. Et que disaient ces passages? Ils appelaient à une rénovation nationale, critiquaient très durement les journalistes, l'Italie aussi, et rendaient le Front populaire responsable de la défaite française. Des éléments qui ont disparu de la version finale, bien sûr. Ça jette une lumière différente sur ce discours symbole. Et il y a aussi cette lettre, non? Une lettre de 1941 très problématique sur le cinéma suisse. Oui, tout à fait. Une lettre de janvier 41, révélée bien plus tard. Guisan y exprime sa crainte d'une, je cite, mainmise de personnalités et d'organisations étrangères sur le cinéma suisse. Et il visait qui spécifiquement? Il nomme explicitement des personnes de confession juive qui travaillaient pour le service cinématographique de l'armée. Les noms Grossfeld, Rothschild, Zickendrath sont cités.
C'est très direct, ça documente clairement un antisémitisme. Oui, c'est difficile de le nier. Et la réponse de son adjudant, qu'on trouve aussi dans les archives, est assez glaçante. Qu'est-ce qu'il répond, Oda? Il se félicite en gros de la prudence du service qui n'employait qu'un seul juif. Car, je cite encore, l'industrie du film en Suisse est tellement envahie par la juiverie internationale. C'est C'est terrible. Ça montre bien le climat et les préjugés de l'époque, même au plus haut niveau. absolument. Et pour compléter le tableau des zones d'ombre, il faut aussi mentionner ses contacts, disons, non autorisés. Comme sa rencontre avec un général SS. Oui, Walter Schellenberg, en 1943, sans l'accord du Conseil fédéral. Ça lui a d'ailleurs valu une réprimande officielle. Bon. Alors, comment on fait la synthèse de tout ça? D'un côté, on a le leader, celui qui a tenu le pays, maintenu le moral, indéniablement. Oui, son rôle pour la cohésion nationale et la volonté de défense était crucial. Personne ne le conteste vraiment. Et de l'autre, ces aspects beaucoup plus troublants que les historiens ont mis au jour. L'admiration pour certains régimes, cet antisémitisme documenté, ces tendances autoritaires. C'est toute la complexité du personnage historique. On ne peut pas juste effacer une partie. Les faits sont là, documentés. Ses affinités idéologiques, ses préjugés. Même si le mythe est resté très fort, malgré les révélations comme celle de 85. Oui, le mythe a la vie dure. Mais le travail des historiens, c'est justement d'apporter ces nuances, ces faits parfois dérangeants. Donc, pour résumer, on a vu le symbole national, l'homme à l'image si soigneusement construite et contrôlée, et puis ses facettes plus sombres, plus complexes aussi. Exactement. Ce qui nous amène peut-être à une question finale pour la réflexion. Oui, Mais comment est-ce que la prise en compte de toute cette complexité, de ces contradictions parfois, oui, dérangeantes, comment est-ce que ça change notre regard sur une figure historique aussi centrale? Quelle place on fait, collectivement, à ces vérités qui bousculent un peu le récit national?